Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler d'un paragraphe que j'étais ravie de voir dans la motion. Alors, c'est toute une amélioration et ça, de façon unanime, j'aimerais remercier le NPD d'avoir mené la charge. Il faut veiller à ce que les mesures répondent aux besoins de tous les gens. Les ministres travaillent fort aussi pour combler les lacunes. Avant que j'aille trop loin dans mes commentaires, j'aimerais prendre un instant pour remercier, au nom du Parti vert du Canada, tous les travailleurs essentiels au pays, les travailleurs, y compris ceux des soins de santé, nos médecins, le personnel infirmier, les premiers répondants et les gens qui travaillent dans les foyers pour personnes âgées. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sans qui on ne pourrait pas s'isoler en sécurité. On ne pourrait pas pratiquer la distanciation physique sans nos camionneurs qui veillent à ce qu'il y ait de la nourriture sur les tablettes des épiceries. Des efforts ont été déployés pour que les gens s'occupent des uns des autres. Les travailleurs essentiels, parfois, sont oubliés. Ce sont souvent des gens qui sont moins bien rémunérés. Et en cette période de gratitude, au nom de nous tous, je crois, j'aimerais remercier ces gens-là. Il faut aussi veiller à la protection de ces gens. On parle souvent d'équipements de protection individuelle. C'est une chose dont on n'a pas l'habitude de parler. On aurait dû tirer des leçons du SRAS. Et j'ai travaillé avec Sheila Brazra. La commission, à l'époque, nous avait fait une mise en garde. On avait dit qu'il fallait être prêt pour une autre pandémie, qu'il fallait avoir l'approvisionnement nécessaire. Je ne veux pas jouer au jeu du blâme. C'est la nature humaine. Plus la pandémie de SRAS était loin, moins on a vérifié si on avait assez de fournitures, qu'il s'agisse de jaquettes, de gants, de masques N95. Nous avons toujours des hôpitaux et des résidences qui demandent plus d'équipement. Et je les remercie, soit dit en passant. On le fait chez nous à tous les jours. Moi, je suis sur la 2e avenue à Sydney et je sors sur mon balcon. Et comme ça, je sais que mes voisins sont toujours là. Je les entends faire du bruit avec leurs casseroles. À Sydney by the Sea, dans ma collectivité, les gens sont tranquilles, mais les gens sortent pour faire du bruit avec leurs casseroles. Alors, on veut remercier tous les travailleurs de la santé au Canada. Je tiens aussi à remercier les membres de mon caucus. Je partagerais mon temps si je le pouvais, mais le député de Nanaimo, Lady Smith, est à Nanaimo, Lady Smith, et la députée de Fredericton est à Fredericton. Elle est toujours en isolement après son dernier voyage à Ottawa et le Nouveau-Brunswick lui demande de rester chez elle. Le député de Nanaimo, Lady Smith, n'a pas pu faire le voyage. Alors, je suis heureuse d'être ici. Et pendant que j'exprime ma gratitude, j'aimerais remercier l'honorable ministre de l'Emploi de m'avoir offert un tour en voiture. Nous avons aussi pris le même avion. Nous sommes allés à Fredericton, à Victoria, à Regina. Évidemment, ce n'est pas un itinéraire régulier et je suis ravie que Jill et les enfants aient pu venir aussi. C'est un voyage familial pour se rendre ici et je suis vraiment ravie parce que j'avais réservé mes vols commerciaux. Et écoutez, je sais que je suis privilégiée et je suis vraiment reconnaissante parce que c'est vraiment spécial d'avoir accès à un avion du gouvernement. Et je dois dire que j'étais un peu terrifiée d'avoir à passer par 4 aéroports. Alors, j'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce projet de loi. On travaille fort comme député. Je sais que tous les gens au gouvernement travaillent fort et ça comprend aussi les fonctionnaires. J'ai l'habitude de travailler 7 jours par semaine, mais je n'ai pas l'habitude de recevoir des réponses par courriel de la part du personnel
au Bureau de la diversification de l'économie de l'Ouest, les gens travaillent chez eux. Des fonctionnaires aussi. Merci. Je sais que vous travaillez les samedis et les dimanches parce que vous répondez à mes courriels les samedis et les dimanches. C'est vraiment extraordinaire. Mais je ne sais pas ce que les autres pensent, mais je veux dire publiquement qu'un jour ou l'autre, il va falloir avoir recourir à la loi sur les mesures d'urgence. Je sais que le premier ministre a dit non, mais on va peut-être avoir des regrets. C'est quand même pas l'ancienne loi sur les mesures de guerre. Je l'ai lue pour la première fois il y a quelques semaines et je me suis dit, eh bien, c'est un projet de loi qu'on peut utiliser en cas d'urgence. Évidemment, ce n'est pas rédigé par des gens en pleine crise. Alors, ça a été rédigé avec un certain recul. L'armée n'est envoyée nulle part, ça respecte les compétences des provinces. Mais je vais vous donner un exemple qui me chicote en ce moment. La communauté que je représente, Saanich Gulf Islands, les îles de Golfe sont inondées de visiteurs qui arrivent par traversier. Et même si la compagnie de traversier a dit ne venez pas à moins que votre voyage soit essentiel, les petites communautés ressentent des répercussions. Les tablettes des épiceries ont été vidées. Je sais que ça arrive aussi à Muskoka, là où il y a beaucoup de chalets. Les gens sortent de la ville pour aller au chalet. Mais le système de soins de santé, les services de ces communautés éloignées ne peut pas composer avec cette inondation. Alors, j'aimerais dire à mes collègues que la loi sur les mesures d'urgence peut être invoquée. On n'a pas besoin d'une nouvelle loi, ça peut être invoqué, mais quand la Chambre ne siège pas, il faut revenir dans les 7 jours pour en débattre. Alors, dans un monde idéal, comme mesure de précaution, j'aimerais qu'on en débatte aujourd'hui, pendant qu'on est ici, afin que nous puissions avoir cette solution si on en a besoin. Je ne sais pas, peut-être que plus tard, on ne regrette pas de ne pas l'avoir fait. Il faut avoir un système de priorité pour la distribution de ventilateurs et de masques N95. On n'aura peut-être plus la capacité de dire aux gens qu'ils doivent arrêter de se rendre dans ces plus petites communautés qui ne peuvent pas composer avec une augmentation de la population en ce moment. Mais voilà qui nous mène au projet de loi dont nous sommes effectivement saisis aujourd'hui. Il est temps de penser à des changements, des transformations. Le député de Rosemont-la-Petite-Patrie y faisait allusion. On fait des choses en temps réel à une telle rapidité. Les parlementaires de longue date n'auraient jamais même pu imaginer que le gouvernement puisse mettre en place ces programmes aussi rapidement. C'est vraiment, ça en dit long sur le travail acharné et aussi limiter les contraintes parce que la pandémie est une plus grande menace que quoi que ce soit d'autre à court terme. Et j'aimerais aussi dire que les changements climatiques sont une plus grande menace à la civilisation que cette pandémie. Mais les fonctionnaires, les ministres et les députés d'opposition ont dû penser différemment. Ça a fait en sorte que nos amis conservateurs, comme le député de Carleton, pendant des appels conférences, ont pu dire, bon, et qu'en est-il des caisses populaires? Qu'en est-il d'aider les petites caisses populaires, pas juste les grandes banques? On ne devrait jamais présumer de quoi que ce soit, mais je ne m'attendais pas à ce que le député de Carleton dise ça un jour. Il faut vraiment se soucier des gens et c'est ça maintenant la priorité. Cette expérience nous démontre que la vie est importante. Que l'argent, c'est une leçon fondamentale dans une culture qui, dans le temps normal, dit toujours « Ah, l'économie, on doit protéger notre économie. » Well, now we know we have to protect. Maintenant, nous savons que nous devons protéger notre économie, la reconstruire, mais non pas au coût de vies humaines. Donc, nous savons ce qui est le plus important. J'espère que nous pourrons nous mettre d'accord sur le fait qu'un revenu de base est la norme que l'on doit adopter. En temps normal, ce n'est pas tout le monde qui est capable de payer les factures. En temps normal, il y a des jeunes qui devraient pouvoir aller à l'université, mais qui ne peuvent se payer cette facture.
En temps normal, trop de personnes tombent entre les mailles du filet. Nous pouvons rétrécir ces mailles. Le Parti vert du Canada, bien avant que j'en fasse partie, demandait un revenu universel de base. Habitable, un revenu habitable garanti pour un niveau de subvention où tout le monde devenir capable de vivre dans une façon durable. So that's something that I hope we... Donc, j'espère que nous pourrons étudier cette idée. Mais, pour l'instant, C13 permettait de corriger plusieurs lacunes, mais il y avait certains problèmes et c'est pourquoi nous sommes saisis de C14. Je suis ravi que la subvention salariale ait augmenté à 75 %. Je suis ravi des modifications aux définitions d'un employé essentiel. Je suis ravi pour les changements sur les entités admissibles et pour la période d'admissibilité. Ainsi, le programme est bien plus accessible aux entreprises et aux employeurs qui peuvent profiter de cette subvention salariale. Mais le programme ne couvre pas toutes les situations, loin de là. Lorsqu'on tente de créer un projet de loi qui répond à tous les besoins, on se rend compte que la solution unique n'existe pas. J'ai reçu un courriel aujourd'hui de Madeleine, une résidente aînée, qui vit dans une résidence pour personnes âgées qui ne tombe pas sous le système de santé provincial, mais qui est également une société sans but lucratif. Donc, ce n'est pas un centre qui a des poches très profondes. Les coûts augmentent. Il faut plus de masques, plus de jaquettes pour les travailleurs. Ils n'ont pas de diminution de revenus puisque les gens sont encore à la maison. Donc, ce ne sont pas toutes les circonstances qui sont parfaites pour nos programmes, et ce, malgré nos meilleurs efforts. Dans la même façon, j'ai parlé à des entreprises de capitaux de risque qui ont des capitaux qui sont près d'un investissement, mais le modèle de capital de risque de la BDC ne fonctionne pas pour eux puisque ce sont des capitaux pour les groupes qui sont reconnus par la BDC. On doit reconnaître ces groupes aussi. On doit reconnaître les entreprises qui sont sur le bord d'une grande croissance. On ne devrait pas restreindre leurs sources d'argent. Je tiens à revenir sur quelque chose que le député de Burnaby Sud a dit un peu plus tard aujourd'hui sur les banques. Depuis le début de cette crise, le ministre des Finances fait preuve d'une grande diplomatie envers les banques. Il leur dit « D'accord, on vous permet une extension sur vos paiements hypothécaires. » Mais les 6 grandes banques ont profité de sa gentillesse jusqu'à présent. L'année dernière, les 6 grandes banques du Canada ont eu des profits de près de 46 milliards de dollars. Voilà 10 ans consécutifs maintenant que les banques ont fait plus d'argent que l'année précédente. Et les banques disent aux Canadiens, bon, d'accord, vous n'avez pas besoin de payer votre hypothèque pendant une certaine période de temps, mais par la suite, on vous rattrapera avec les intérêts. Nous avons un taux d'imposition plus faible pour les grandes banques ici que dans d'autres pays du G7. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on aime nos banques, mais cet amour ne semble pas réciproque. Je pense que partout au Canada, on devrait demander aux coopératives de crédit « Qu'êtes-vous en mesure de faire? Que pouvez-vous faire pour aider les entreprises à éviter la faillite? Que pourriez-vous faire pour donner de l'argent rapidement pour ne pas que les gens aient à faire un choix déchirant entre le loyer et l'épicerie? » Jusqu'à l'âge de 20 ans, je travaillais dans le restaurant familial qui était une entreprise saisonnière. Et je me remémore la situation de mes parents. Si cette crise nous avait frappés, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Nous aurions eu près de 35 employés que nous n'aurions pu embaucher. On aurait dû se demander
ouvrir nos portes ou non. Nous aurions eu des coûts fixes que nous n'aurions pu échapper. C'est ce que me disent les entreprises de ma circonscription. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un courriel qui m'a déchiré le cœur. Cette personne m'a dit « Je suis un homme de 250 livres, j'ai des tatous qui me couvrent le corps et ce matin, je suis allé à la salle de bain pour ne pas que mes enfants me voient pleurer. » C'est un propriétaire de plusieurs entreprises qui ne peuvent ouvrir leurs portes et il n'a aucun revenu pour payer son loyer ou ses loyers. Il a déjà épuisé toutes ses économies. Bon, je suis encouragé parce que la motion que nous avons adoptée par consentement unanime parle de mesures de soutien rapides pour les petites et moyennes entreprises et que certaines de ces mesures seront partiellement non remboursables. Bon, je pense qu'il faut en faire davantage. Si on veut sortir de cette crise, et je pense que nous voulons sortir de cette crise, nous ne pouvons permettre aux entreprises d'encourir plus de dettes. Les entreprises me disent, si j'encours un prêt de 40 000 $ sans intérêt, je ne pourrai le rembourser et je ne ferai que retarder ma faillite. C'est une vraie préoccupation, quelque chose qui me touche sincèrement. Il y a d'autres questions qui nous tiennent à cœur partout au pays. Nous savons qu'il n'y aura jamais une solution unique à tous nos problèmes. Mais avant que mon temps ne soit écoulé, je tiens à remercier tout le monde au sein du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, surtout nos agents de santé publique, la Dr Teresa Tam, la Dr Bonnie en Colombie-Britannique, nos médecins hygiénistes, nos administrateurs de santé publique qu'on voit à tous les jours à la télévision, des gens qu'on ne voit plus que, je ne sais pas qui on écoute normalement à la télé, mais qu'on voit quotidiennement. Nous pouvons nous fier aux fonctionnaires qui protègent notre santé publique. Et je suis extrêmement reconnaissante pour leur service, puisque eux aussi travaillent nuit et jour. Nous sommes dans une situation extraordinaire. On doit trouver les solutions ensemble. On doit continuer de travailler ensemble. On doit chercher les façons de travailler comme député dans un parlement virtuel. Je ne suis pas certain comment c'est possible, mais maintenant, c'est clair que les choses impossibles sont possibles. We've determined the things that we... Nous avons décidé que des choses qui étaient auparavant complètement impossibles, par exemple, que Doug Ford affirme que la vice-première ministre était sa thérapeute, sont maintenant possibles. Donc, au nom du caucus du Parti vert, je vous promets que nous allons faire tout notre possible pour vous aider. Nous avons formulé des plaintes, des recommandations, des idées. Nous les avons communiquées au gouvernement et avons été écoutés avec beaucoup d'ouverture. Cette crise, pour l'instant, n'a pas une fin claire. Il est essentiel que tous les Canadiens, tous les résidents permanents, tous ceux qui sont au Canada à l'heure actuelle seront protégés. Nous devons leur dire « Nous sommes là pour vous ». Et si vous avez besoin d'aide à l'heure actuelle, dites-nous-le. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Nous nous battrons pour vous.